bonjour à tous. Déjà, merci d'avoir surbooké le thème du rôle du manager de proximité. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Oui, comme Catherine l'a dit, j'ai changé récemment d'entreprise, donc on va faire un petit peu de présentation. Donc depuis 5 mois, donc en 5 mois on ne peut pas révolutionner le système, je ne peux pas vous faire un joli avant-après. Ce sera peut-être le thème d'une autre histoire, on verra. J'ai pris une position de manager de petits réducteurs donc chez SEW Usocom. Donc SEW Usocom, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est une entreprise familiale allemande, leader dans la solution d'entraînement, présente au plus près de ses clients, donc avec 15 sites de production à travers le monde et dans 47 pays, et impliquant 16 000 personnes. Donc, impliquant, j'insiste bien sur impliqué, parce que depuis un peu plus de 20 ans, ils sont dans une démarche qu'ils ont appelée perf-ambiance, ce qui on considère que on ne peut pas avoir, excusez-moi pour la qualité, mais on ne peut pas avoir de performance sans avoir d'ambiance. Donc la droite médiane fait qu'on arrive à une performance globale en alliant les deux. Donc cette stratégie d'entreprise, ils l'ont mis en place depuis une vingtaine d'années, en faisant du benchmark au Japon, et donc une forte culture lean manufacturing. Donc, concernant les produits, donc les réducteurs, vous en avez 2 en face de vous. Donc c'est quelque chose qui va transformer un mouvement. Donc on a une première partie motorisation, et on vient, donc ça tourne à vitesse fixe, et on vient du coup avoir démultiplié le couple, modifier la vitesse avec le réducteur devant. Donc dans la globalité de la mini-usine, on assemble donc cette typologie de produits. J'ai une petite vidéo qui met un peu en avant les produits dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, qui a été inaugurée donc en 2015, et avec toutes les technologies en fait, qui sont intégrées chez nous sont issues de nos produits. C'est-à-dire que c'est une entreprise vitrine où toutes les solutions qu'on propose à nos clients, on les a intégrées donc, directement dans un magasin automatisé chez nous. Donc tous les systèmes de motorisation viennent de chez nous. Et c'est pour montrer, c'est pour avoir une vitrine clairement, et pour montrer qu'on est capable de faire de la solution intégrée jusqu'au bout, de l'automate jusqu'au déplacement dans les lignes avec l'AGV. Donc SEW peut proposer une carte de produits qui est très variée. Et donc sur le site de Brumat, qui a été inauguré en 2015, on a mis toute la technologie de chez nous au service des gens qui y travaillent. Alors par contre, comme Catherine l'a dit avant, vous imaginez bien qu'en 5 mois, c'est impossible de vous faire un état des lieux aussi, j'aurais pu le faire, mais c'est pas tellement possible de vous présenter quelque chose au niveau lean management ou amélioration continue. Donc par contre, je vais m'attarder sur ce que je faisais avant, donc spécialiste de production chez Toyotomi Europe, où j'avais un rôle de manager de proximité, que j'ai encore actuellement, mais l'organisation était différente. Toutes les entreprises ont une structure différente, une organisation différente. Donc c'est un peu, il y a des choses que je vais prendre et que je vais essayer de mettre en parallèle, et là c'est surtout pour vous montrer ce que je faisais avant. Je ne dis pas que c'est le mieux, je dis que c'était une chose, et ça a forcément changé ma façon d'appréhender, et ça a forcément changé ma façon de faire. Là maintenant, j'aborde plus le problème de la même façon. Donc juste une définition, la première définition que j'ai trouvée sur Internet pour un manager, c'est une personne qui veille à l'organisation matérielle de spectacles, de concerts, de rencontres sportives, ou qui gère la vie professionnelle et les intérêts d'un artiste ou d'un sportif. Donc même si certains collaborateurs sont considérés un peu, ou se considèrent comme des artistes, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, ça permet de détendre un peu l'assemblée, ça marche. Et donc la proximité, situation d'une chose qui est à peu de distance d'une ou plusieurs autres, donc qui est proche. Donc pourquoi j'ai mis une flèche sur un bateau? Donc là, tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'il va nous montrer avec sa carte au trésor, lui? En plus, c'est plus tout à fait le même bonhomme que sur la photo, c'est coupé la barbe et tout, enfin bref. Donc forcément, nouveau changement, ainsi de suite. Donc on va embarquer pour un petit voyage. Donc on va prendre le fondamental, donc je viens de chez Toyota quand même, donc encore une fois, la même maison, qui est trop souvent vue comme une boîte à outils. Donc une boîte à outils, pourquoi? Parce qu'on va venir chercher un pilier, on va mettre en place du juste à temps, on va venir mettre en place des Kanban, sans vraiment comprendre ce qui se passe, et au bout d'un moment, ça ne marche pas, et on dit, le lean manufacturing, ça ne marche pas, voilà. Alors sans vraiment se poser la question pourquoi, mais déjà, ce qu'il faut savoir, avant de commencer à appliquer les poteaux, là, le plus difficile, ça va être le numéro 1. Là, en changeant de société, je le vois clairement.
les process, il n'y a pas une stabilité dans le système, c'est très compliqué d'essayer de les standardiser, et sans la standardisation, on ne peut pas commencer à mettre en place les deux piliers. Donc la standardisation du travail, ça reste par exemple une belle activité qui peut être via le 5S pour essayer d'enclencher tout ce qui va être création de standards, implication des gens. Mais donc ça, c'est plus une boîte à outils, et c'est souvent présenté comme ça. Moi, je préfère cette image-là. On va mettre un cerveau au milieu, là, et on met l'homme au cœur du système. Alors l'homme au cœur du système, c'est un point aussi dans la stratégie du groupe SEW, c'est d'intégrer les gens pour, non pas qu'ils ne fassent plus rien, hein, on ne va pas enlever toutes les missions aux gens, par contre on va se focaliser sur un savoir-faire propre, et on va essayer d'enlever le maximum de choses qui viennent les perturber. Donc c'est pour ça qu'il faut un système stable, il faut du travail standard, pour ensuite commencer à intégrer les deux piliers, et surtout intégrer les hommes au cœur de ce système-là. Sinon, ça ne peut pas marcher, ça va être qu'un effet sommaire. En étant stagiaire plus tôt dans ma carrière, j'avais à remettre en place des 5S, remettre en place des SMED, remettre en place plein de choses qui sont issues d'une boîte à outils, mais qui partent avec le stagiaire en général. Donc ça peut être un constat d'échec, c'est un constat d'échec. Il faut intégrer les gens dans un système, dans une approche ligne qui doit être globale et qui doit être une stratégie d'entreprise. Alors comment on fait, ou comment on faisait, parce que là j'ai pas tout à fait les mêmes points. Donc encore une fois, je vous présente ce que je faisais avant. Donc le recrutement du personnel, qu'il soit temporaire ou permanent, était toujours de la même chose. Donc il y avait une série d'entretiens, ainsi de suite. Et une fois qu'on décidait de travailler avec la personne, on passait par un dojo sécurité. Donc le dojo sécurité, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un endroit où on met un kimono, hein, peut-être qu'il y a certains qui, depuis hier, on entend parler de dojo, mais personne ne sait ce que c'est, peut-être. Donc non, c'est un endroit dans l'atelier qui est dédié, où on vient mettre la personne devant des faits avérés qui se sont passés dans l'entreprise. Donc là, on lui faisait faire par exemple une chasse au risque avec un mannequin, où on lui demandait de détecter les anomalies qu'il voyait. Ensuite, donc, il y avait une sorte de robot qui avait été créé donc, par le bureau d'études au Japon, qui nous mettait dans des situations dangereuses. Par exemple, au niveau de la bouche du robot, là, on voit que c'est 2 systèmes d'entraînement. Donc le member était amené à mettre sa main dedans et voyait qu'au bout d'un certain moment, on ne pouvait plus tirer en arrière. Donc en fait, ça le sensibilisait au risque qui était présent dans l'entreprise. Donc ça... Et en plus, après, on le sensibilisait en plus à tout ce qu'il devait utiliser en termes d'équipement, pas de première intervention, mais équipement, protection individuelle. Donc ça, quand on l'a mis en route, ça a baissé de 50% les incidents de sécurité. Donc accident, passage à l'infirmerie, quasi-accident. Donc juste avec une formation qui durait entre 30 minutes et 45 minutes, on a réussi à descendre de plus de 50%. C'est pas anodin, parce qu'il faut quand même savoir que quand on avait commencé justement la production de série dans l'atelier où on était à peu près plus de 50 accidents par an. Donc pour une société qui était Toyotomi Europe et qui fait à peu près 200 personnes, imaginez que les résultats étaient catastrophiques. Et donc du coup, on a essayé de faire ce qu'on a pu pour essayer d'intégrer au mieux les gens dans le système de sécurité chez nous. Donc après l'induction, après la formation qu'ils avaient au dojo sécurité, il y avait toujours une introduction à la production. Donc là, démarrage d'équipe, on mettait la personne avec l'équipe, on le présentait. Donc voilà, on vous présente Jean-Claude qui commence aujourd'hui avec nous à ce poste-là, avec ce formateur-là. Donc je vous souhaite de bien l'accueillir. Et ensuite, avant de le mettre sur la cellule, donc là on n'a toujours pas commencé à travailler, hein, mais il passait dans un deuxième dojo qu'on appelle dojo qualité. Donc le dojo qualité, c'est une défothèque évolutive. Donc ici, on commençait par sensibiliser et familiariser les gens avec les standards. Donc les standards papier, donc déjà on commençait par dire voilà, on fabrique ces produits-là, ils sont assemblés dans ce véhicule-là. Ensuite on est régi par ce standard-là en production, ce standard-là en qualité, et des exemples de documentation, juste pour familiariser. Parce que la première étape de la formation, c'est on lui donne la version papier avant qu'il commence à travailler. Ensuite, donc, quand on savait qu'on allait le former sur telle et telle cellule où on avait des risques d'avoir tel et tel défaut, on récoltait des pièces qui n'étaient pas bonnes volontairement et on lui mettait donc devant le nez une pièce bonne, une pièce pas bonne pour qu'il comprenne l'importance de
Ok, sur mon standard de qualité, j'ai un trait à faire ici. Pourquoi j'ai à faire un trait? Parce que j'ai un défaut d'assemblage sur cette pièce-là, et là, je suis bon. Mais en confirmant avec un trait, je valide que ma pièce est conforme. Donc encore une fois, c'est pas pour... c'est juste pour remettre l'église au milieu du village. Et c'est pour faire comprendre aux gens que chaque chose qu'on lui demandait de faire était importante, et la qualité ne pouvait pas se faire qu'avec le process. L'opérateur a aussi une part à gérer. Et donc c'est dans ça que l'homme au cœur du système, comme je l'ai montré avant. Donc ensuite, il y avait toujours une formation à la production, donc là en tandem d'abord, donc on lui montrait les documents. Ensuite en tandem, la formation pouvait durer, ça dépendait de la personne, entre 2 jours et 2 semaines, ça dépendait de la capacité à l'apprentissage. Et ensuite, c'était toujours fait par un audit. Toujours validé par un audit, donc validé par un audit, où là, on validait tous les items de la sécurité, de la qualité. Une question libre où plusieurs étaient posées, et ensuite, donc ça c'était réalisé par le team leader dans l'organisation. Et là, l'audit était pas une punition, parce que trop souvent l'audit est vu comme une punition, mais comme une source d'amélioration. C'est-à-dire que, basiquement, on prenait le standard écrit sur une feuille, et on allait vérifier que la personne suivait à la lettre le standard. La problématique, c'est que si la personne a une nouvelle idée, donc l'audit permet de pousser à l'amélioration. Parce que si donc l'opérateur qui était audité avait réalisé une opération dans un sens ou dans l'autre qui aurait permis de gagner du temps, le team leader pouvait le voir, pouvait le corriger au cas où, mais pouvait également lui dire de proposer une source d'amélioration. Et donc ça, c'était ce qu'on appelait donc les RPA, donc réparer, proposer, améliorer. C'est juste une boîte à idées en général, hein, où on va donc impliquer, valoriser, développer la polyvalence. Dans l'idée, c'était j'ai eu l'idée de réaliser ça, donc maintenant on va te donner les moyens pour que tu la réalises. Ce n'était pas toujours le cas, mais on essayait vraiment, donc pour impliquer plus les members dans la stratégie, et bien laisser toujours l'homme au cœur du système, de les pousser à la proposition pour qu'ils remettent constamment en cause le système. Donc sur la partie intégration, ça se passait comme ça. Donc concernant après l'introduction à la production et surtout l'organisation de la journée. Donc l'organisation était communicative, donc avec les équipes de production, ce que je vous ai dit. Il y avait un top 5 à chaque démarrage d'équipe, où on faisait un feedback de la journée précédente. Si on n'avait rien à dire, c'était rare, mais on suivait un planning de communication, à savoir le lundi, je vais parler de la polyvalence, qui est-ce que je vais mettre en formation, qui est-ce que je vais essayer de valider. Ensuite, le vendredi, la sécurité, par exemple. Donc ça, c'était toujours pour maintenir un niveau d'information et que les gens n'aient pas, comment dire, juste la vision, ma machine est en panne. Là, on passait toutes les informations qui allaient bien. C'est-à-dire que sur la journée passée, on a eu 10 minutes ou 20 minutes d'arrêt sur cette machine. Donc un tel n'a pas pu avoir sa production. Donc ça permettait de remettre un peu, de recentrer le débat et d'être transparent avec tout le monde surtout. Ensuite, il y avait un suivi journalier. Donc ça changeait, ça pouvait évoluer au cas où, mais il y avait toujours un point journalier sur objectif, donc les actions en cours. Ça, c'était à la réunion de production avec l'intégralité du CODIR et l'intégralité de tous les chefs d'équipe de tous les départements de l'usine. Toujours à 8h30 ou à 9h, je ne me souviens plus. Mais donc là, on parlait de ce qui s'est passé sur la journée précédente, ce qui va se passer aujourd'hui, les actions au cas où. Et donc le programme pouvait être chamboulé au moindre aspect sécurité ou qualité. Donc là, j'ai fait un focus sur la sécurité. Mais donc restitution d'accidents et présentation des actions liées à la sécurité. Tout le monde chamboulait son agenda. C'était la priorité de l'usine numéro 1. C'est-à-dire que même un directeur qui était pris 4 heures en réunion arrivait à trouver 10 minutes pour aller voir sur le terrain ce qui s'est passé. J'insiste bien sur le terrain, parce que l'enquête qu'on leur présentait, ça ne leur suffisait pas. Il fallait tout de suite descendre sur le terrain pour voir et vérifier les faits en vrai. Alors ensuite, il y avait aussi une réunion qui était sympa quand j'y repense, mais suivi analyse des rebuts. Donc pourquoi j'ai mis une poubelle à côté là ? Parce qu'on allait vérifier la benne, pour vérifier les degrés d'efficience de l'atelier. Et comme les Français sont souvent transparents, hein, moi le premier quand j'ai commencé, on a tendance à vouloir cacher les choses, on lève le tapis, on met la balayure en dessous et on le remet. Bah là en fait on ne peut pas parce que
Bon, à moins d'avoir caché les pièces et de les avoir mis dans une poche, mais bon, c'était quasiment impossible vu la taille qu'elle faisait. Donc là, il y avait un suivi, une analyse des rebuts, avec à chaque fois contre-mesure. Je dis bien tous les jours, en phase de démarrage comme en phase de stabilisation du projet. S'il y avait un défaut récurrent, nouveau qui arrivait, la qualité était sur le coup, mais surtout toute la direction, en analysant donc la benne à rebut. Donc, et l'œil en dessous, là, parce que sur le terrain, la réunionite, ça arrive aussi chez les Japonais, il ne faut pas croire, mais généralement c'est debout et c'est souvent sur le terrain. Donc là, on était plus de 80% du temps sur le terrain, sur une journée type et une journée modèle. Donc voilà comment était organisé. Donc, bon, vous imaginez bien que, par contre je vais revenir un petit peu en arrière, il y avait des réunions de suivi pour les projets. Donc moi, comme j'étais chef d'équipe, j'étais pas intégré dans toutes les phases projet, mais par contre j'étais toujours au courant de ce qui se passait. Donc là vous allez vous dire, merde, mais comment c'est possible d'être autant dans l'atelier et autant en réunion? Donc je n'ai pas encore de scie magique, je ne peux pas encore me couper en deux. Par contre, dans l'organisation que j'avais, je pouvais vraiment compter sur une personne là, que j'ai mis en haut, un peu Superman de l'équipe. Donc le team leader, c'est vraiment la personne clé dans une organisation lean manufacturing. Et j'insiste bien parce que généralement, quand on présente ce job-là ou quand on parle de l'intégration de ce genre de personnes, tout le monde répond oui, mais du coup, c'est un indirect, il ne me rapporte rien. Alors qu'on n'a pas idée de ce que la personne-là peut dégoupiller dans une équipe pendant 8 heures. Donc son rôle principal à lui, j'ai mis manage et orienter son équipe. Alors dans le management, on ne va pas lui demander plein de choses. Par contre, l'organisation était, donc il y avait un manager qui était tout en haut, qui lui était posté, qui était de journée. Ensuite, il y avait ma position qui était là dans le groupe leader, team leader, 2 par équipe, et donc équipe de production, ils étaient 14. Ça, c'était l'organisation qu'on avait. Son rôle à lui, c'était de l'accompagnement à la formation, en passant par le recadrage informel. Alors, j'aime bien le carton rouge, en fait, parce que ça fait toujours aspect sportif, et c'est plus facile à exprimer. Si vous voulez, le rôle du team leader, c'est un peu le capitaine de l'équipe. Il n'a pas un rôle hiérarchique, il est fonctionnel, il est sur le terrain, et il recadre, et c'est plutôt la voix de l'entraîneur qui lui reste sur le banc. Et en fait, l'avantage du team leader, c'est que quand il y a des absents, il prend la place, donc il connaît le process comme, je ne dis pas comme personne, parce qu'il le connaît bien, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui le connaissent mieux que lui, mais il le connaît bien, et il a surtout un profil qui est validé par le reste de l'équipe. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en position dans ce cadre-là s'il passe mal avec le reste de l'équipe. C'est quelqu'un qui est reconnu naturellement et qui a un certain charisme naturel pour arriver à s'imposer. Alors à s'imposer, c'est pas lui qui va faire le recadrage de façon formelle dans un bureau, attention. Ça reste quelqu'un qu'il faut respecter, mais c'est quelqu'un qui passe naturellement sans avoir besoin du carton rouge de recadrage formel et surtout d'avoir besoin du lien hiérarchique. Fonctionnel, ça doit suffire. Donc après, il a un deuxième rôle qui est d'orienter. Donc la boussole, il oriente parce que le suivi de production fait qu'on a besoin d'orienter les gens. Si j'ai des aléas, bon là, en l'occurrence, le compteur du dessus, c'était le chiffre qu'il y avait à atteindre, le compteur du dessous, c'était le chiffre atteint. Et donc là, on voit que sur cette cellule-là, on a déjà perdu 8 pièces. Donc 8 pièces, c'est 8 minutes de production. Donc bon après, ça dépend des entreprises, mais en général, un arrêt de production, c'est jamais bon nulle part. Mais là, 8 minutes, ça commençait à devenir compliqué à rattraper. Donc là, il faut prendre une décision. Et donc là intervient le rôle du team leader, où il organise la production suivant les aléas. Je suis en panne, la maintenance maintenant c'est 1 heure, 2 heures d'arrêt. Je ne vais pas laisser mon personnel à regarder la maintenance, je vais le mettre ailleurs. Et du coup, je vais pouvoir essayer d'éponger au maximum le fait d'avoir la panne. Et donc ça, c'est vraiment la personne clé sur le terrain. Donc il organise en fonction des aléas. Il intervient aussi sur les aléas. Il fait un suivi et un reporting directement au chef d'équipe, mais c'est lui le premier à viser. Quand la personne appuie sur l'endon, donc ça sonne, c'est lui le premier qui y va. C'est le premier constat. C'est lui qui déclenche l'appel à la qualité, l'appel à la maintenance, ou qui arrive à dépanner, donc qui fait du dépannage de premier niveau. C'est là qu'on rentre dans les compétences techniques. Donc dépannage de premier niveau et prise de décision. Donc on ne cherche pas quelqu'un qui a un CV qui sait programmer, qui sait faire plein de choses. Par contre, on attend quelqu'un qui
à la technique globale et qui arrive à se poser les bonnes questions. Donc là, l'analyse qui est là, c'est un exemple de choses que moi je leur demandais. Alors, peut-être pas aussi compliqué que ça, mais je leur demandais d'au moins d'aller jusqu'au 4e au début, et ensuite 5e, et de remettre en cause l'intégralité du flux quand ils voyaient qu'il y avait un problème. Parce qu'au démarrage, le team leader avait tendance à rester en mode journalier et à ne pas essayer de comprendre ce qui se passait. Donc ça, c'était un bel outil pour se poser la question et pour pouvoir aller plus loin. Donc il est moteur pour l'analyse des incidents, mais il n'est pas moteur tout seul dans un bureau, encore une fois. Il est moteur avec l'équipe sur le terrain. Et donc des fois, il fait des comptes rendus à la communication le matin en disant voilà, on a analysé ça, ça a donné ça, les actions, ça va être ça. Mais toujours sur le terrain et toujours avec le reste de l'équipe. Donc après, il y a quand même, bon, c'est une personne, ouais, j'ai mis Superman, mais c'est une personne quand même qu'il faut encadrer dans un certain, c'est un peu comme un service maintenance. Un service maintenance a des aléas dans la journée et en même temps a des gammes de travaux avec la maintenance prédictive, prévisionnelle et curative. Et donc le team leader est un petit peu dans le même cas. Donc on avait réussi à créer un standard de travail, donc pas très lisible encore une fois, mais qui organisait la journée. Donc premier quart de production, deuxième, troisième, quatrième, avec le démarrage d'équipe, la fin d'équipe et autres, où on lui faisait faire par exemple 2 audits dans la journée. Et tout ça a été suivi donc, de façon journalière, validé par moi en dessous, signé et revu une fois par le manager. Et c'est un document de travail à la fois, parce qu'il permettait de faire un point une fois par semaine avec son team leader et de recadrer si on voyait qu'il y avait des choses qui déviaient dans ce standard de travail. Ce standard de travail, il n'est pas subjectif, mais ça a au moins la volonté de dire, voilà mon team leader, si j'ai pas d'aléa dans la journée, il va être chargé à 50%, 70%, 80%, ça dépendra du temps que j'aurai mis là-dedans, et ça dépendra des standards qui vont être définis derrière pour lui laisser le temps octroyé à le faire. Donc voilà le rôle du team leader et le bras droit numéro 1 du groupe leader dans l'organisation chez Toyota. Ou ailleurs hein, d'ailleurs, mais là en l'occurrence chez Toyota. Donc là, j'ai toujours pas parlé du travail du manager de proximité. Bon, alors je vais pas faire non plus, je vais dire la même phrase que Yoshino-san a dit hier. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, malheureusement. Mais par contre, je peux être sûr que son travail, puisque je l'ai subi pendant quelques temps, enfin subi, je ne l'ai pas subi, je l'ai fait, c'est l'amélioration continue. C'est son travail au quotidien. Donc l'amélioration continue, j'ai mis en exemple l'information flow, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais en tout cas, il faut être rompu à l'amélioration continue, et il faut aller dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas le choix. C'est un travail journalier, et encore une fois, comme ça a été dit hier, j'aurais pu mettre n'importe quel, à la place de mettre ça, j'aurais pu mettre n'importe quoi de la boîte à outils du TPS, parce que là, on parle bien de choses qui vont nous être utiles pour pouvoir régler un problème, et où personne ne va nous guider. C'est-à-dire que j'ai un problème de capacité, on m'expose le problème, et comme on l'a expliqué hier, on ne va pas guider les gens. On laisse germer le truc, et par contre, on rend des comptes. On rend des comptes de quelle façon? On rend des comptes avec des A3, comme il y en a un en dessous, mais pour pouvoir créer les A3, on fédère, on implique les collaborateurs au maximum, et les services support également, parce que si le chef d'équipe ne descend pas chercher les services support à un moment, ça n'avance plus. Donc là, j'ai mis un A3 qu'on a réalisé, il n'y avait pas que l'équipe de production qui était intégrée dedans, mais en l'occurrence, j'étais pilote sur ça. Donc c'était un problème de sécurité qu'on avait, et on a dû donc faire des analyses, donc poser le problème, analyser, ainsi de suite. Donc là, on voit que ça paraît rien, mais le stress d'avoir posé le flux en disant les opérations, c'est ça, ensuite ça, et ensuite ça, c'est du M&I, hein. C'est pas plus compliqué que ça, des fois. Et ça permet de se dire, on voit qu'il y a une opération qui est complètement inutile, parce que si je prends mes pièces, je les mets là, et qu'après je les remets dans l'autre sens, j'ai fait une manipulation qui ne sert à rien. Donc ça a été défini avec les opérateurs, On les a intégrés dans le groupe de travail, l'analyse a été faite avant, et quand on leur a présenté ça, donc, tout le monde disait, oui, c'est vrai que les opérations là ne servent à rien, ou alors il faudrait changer la typologie du support de pièces, et ainsi de suite. Et donc à la fin, dans le A3, on fait toujours un monitoring de résultats, on voit que la courbe réussit à descendre
et sur les accidents, et sur les passages à l'infirmerie. Alors après, sur le côté, vous allez me dire, oui, mais là, la moyenne des résultats à l'audit n'est pas forcément significative, mais à chaque fois qu'il y avait un point 9 ou un point, je ne sais plus à quel endroit, quand ça commence à descendre, ça veut dire qu'on a changé le critère d'audit, qu'on est devenu plus restrictif. Quand on a vu que c'était remonté les 2 mois précédents, on a fait pareil le dernier mois. Donc on s'est monitoré de cette façon-là. Donc voilà, le rôle principal, donc l'amélioration continue, fédérer, impliquer les collaborateurs, donc autour d'un objectif commun qui est défini par la direction, mais encore une fois, où on a zéro piste pour aller dans un sens ou dans l'autre. Personne ne va nous demander de faire du M&A ou de faire n'importe quelle autre opération qui serait issue des techniques de productivité japonaises qu'on connaît tous, pour aller atteindre l'objectif. Ça, c'est libre choix, c'est le pilote du A3 qui le fait. Donc en conclusion, je vais aller un petit peu vite, mais en conclusion, donc le groupe leader ou le manager de proximité ou le manager, on l'appellera comme on veut, c'est la voie de la direction. Alors la voie de la direction, le team leader également, d'une façon différente, mais le groupe leader surtout, donc le manager, c'est la voie de la direction. Si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose et que vous le dites à vos subordonnés, ça ne va pas forcément bien fonctionner, ni pour vous ni pour eux. Donc même en cas de choses où on n'a pas tout à fait la même façon de voir, il ne faut pas le montrer, il faut continuer à rester positif et il faut surtout relayer les infos qu'on nous donne. Ensuite, il faut toujours avoir une vision à court et à moyen terme. Forcément, donc à court terme pour les problèmes journaliers, moyen terme si on a des actions engagées sur des A3, il faut avoir un petit peu de vision quand même, il faut être intégré dans les projets, il ne faut pas vouloir révolutionner l'implantation de l'atelier alors qu'il y a un nouveau véhicule qui arrive dans 2 ans, dans 1 an. Et alors ensuite, ça c'est la partie que j'ai vraiment aimé ça, révélateur de talent. Alors révélateur de talent, on dit souvent que les gens qui travaillent chez Toyota sont des formateurs, ou doivent être formateurs. Alors, pas directement. Par contre, le principe, c'est d'aller faire germer une idée, de donner une idée, et de voir comment les personnes vont interagir avec cette idée. Et du coup, on arrive à voir ceux qui sont faits pour le système, ou ceux qui ne sont pas faits pour le système. Donc, révélateur de talent, c'est juste... c'est pour ça que j'ai mis l'exemple de la clé, là. Moi, je donnais l'idée, je donnais la clé, je regardais comment ça allait germer. Donc, comment ça allait germer, la clé ouvre le cadenas. Et le cadenas, en l'occurrence... Ça, c'est quelque chose qui me rend assez fier, c'est que j'ai réussi à faire monter des gens qui n'étaient absolument pas prédestinés à devenir ce qu'ils sont devenus, peut-être dans une entreprise classique, mais le rôle à temps plein, enfin pas à temps plein, mais un des rôles du chef d'équipe et du manager de proximité, c'est d'aller chercher les nouveaux potentiels. Et donc là, j'en ai eu 2, les derniers que j'ai eus avant de partir. Donc Yannick, qui a eu la chance de passer de team leader à technicien. Donc pareil, c'est pas sorti du chapeau, il y a des formations qui vont derrière avec. Mais on le pousse vers ça, donc on lui donne l'idée, on donne la graine, ça germe, ça fait quelque chose de correct après. Et après, Jonathan Stizinski en bas. Donc évolution de collaborateur vers team leader. Puis, quand je suis parti, il a pris ma place. Donc la boucle est bouclée. J'ai fait ce qui me tenait le plus à cœur donc, dans mon ancien boulot. Et du coup, je peux refermer le trésor. Et la prochaine fois, je vous parlerai de ce que j'ai fait dans mon futur boulot, ce que je vais pouvoir faire dans mon futur boulot sur la même gamme que ça. Merci pour votre attention.